Ce que je vais vous conter, c'est le moment où Arthur a mis fin à la légende et où il a rendu Excalibur au monde des fées. Et pour cela, on est obligé de repartir un peu en avant. Dans la légende, ça tout le monde le sait, Guenièvre et Lancelot avaient quelques relations. Alors selon les versions, ils les ont consommées ou non, mais dans tous les cas, il s'est passé à peu près la même chose. Ça s'est su, généralement par Morgane, demi-sœur d'Arthur. Voyant tout cela, et espérant un petit conflit entre le meilleur des chevaliers et le roi, elle est allée le prévenir, le roi Arthur, qui lui, du coup, ne va pas vouloir y croire une première fois, une deuxième, et puis au bout d'un moment, il va quand même questionner Lancelot. Lancelot, trop fidèle, trop loyal, lui dira la vérité. « Oui, monseigneur, en effet, tout cela est vrai. » Et là, Arthur n'a pas de choix. Il est obligé d'exiler Lancelot. C'est une traîtrise. Et Lancelot va accepter. Il va partir loin de la femme qu'il aime. Seulement, l'amour qui lie Lancelot et Guenièvre est plus fort que tout, comme celui de Tristan et Iseult. Il ne peut être défait et il ne peut être contrarié. Alors du coup, Lancelot va revenir de nombreuses fois retrouver la reine. Et un jour, il va apprendre que face à toute cette traîtrise, le roi Arthur n'a pas eu d'autre choix que de condamner Guenièvre à la peine de mort. Ne pouvant supporter cela, Lancelot part à sa recherche. Et à cette occasion, il va commettre le pire de tous les péchés. Il va tuer 2 autres chevaliers de la table ronde. Maintenant, le roi Arthur n'a plus le choix. Il doit poursuivre Lancelot et il doit le défaire. Lancelot, lui, s'est caché dans son royaume, à Bénoïc, ici, en Petite-Bretagne. Arthur va du coup le poursuivre et faire le siège du royaume de Bénoïc, avec tous ses chevaliers. Pendant ce temps-là, il va devoir laisser son royaume à quelqu'un de proche. Il va choisir Mordred, son fils. Un fils qu'il n'a pas eu avec la reine Guenièvre, mais, selon les versions, soit avec Morgause, qui est l'une de ses sœurs, soit avec Morgane, qui est une autre de ses sœurs. Et Mordred, lui, une fois qu'il reçoit ce trône, il y voit une occasion, celle de piquer le trône de son père. Alors du coup, il s'allie avec les Saxons, les pires ennemis d'Arthur. Et il va voir tous les barons, un par un. Et il leur transmet toujours la même rumeur. Arthur est mort au siège de Bénoïc, tué par Lancelot. Et tout le monde y croit. Tout le monde. Ce qui fait que, ça y est, Mordred s'assoit sur le trône de Bretagne. Mais pour asseoir définitivement son pouvoir, il va devoir épouser une reine. Et quoi de plus facile que d'épouser celle de son père? Alors, il va épouser de force Guenièvre. Elle va accepter, mais avec un plan derrière la tête. Elle va lui montrer quelques faveurs, lui montrer un peu d'amour, et puis, lorsqu'il aura bien confiance en elle, elle va lui proposer d'aller à Londres pour faire quelques emplettes pour le mariage. Il accepte et la laisse partir. Elle en profite. Elle part avec plusieurs chevaliers et se cache dans la tour de Londres, réputée imprenable. C'est le moment où un messager décide de prévenir le roi Arthur. Il part en direction du royaume de Bénoïc. Il n'est pas certain que le roi soit encore en vie, mais il faut tenter le coup. Et lorsqu'il arrive à Bénoïc, en effet, il voit le siège tout autour du château de Lancelot. Il vient se présenter et là, Arthur est aux pieds de Gauvin, qui, dans un dernier grand geste contre Lancelot, s'est fait grièvement blesser. « Mon roi, vous devez venir avec moi. Vous êtes toujours en vie. Mordred, là-bas, a piqué votre royaume. Il s'est allié aux Saxons, vos pires ennemis, et il a retourné tous les barons contre vous. Et qui plus est, maintenant il essaye d'épouser de force votre femme, la reine Guenièvre. Vous devez venir avec moi. » Arthur est en colère, il a envie d'y aller, mais en même temps, à ses pieds, il y a son meilleur ami, Gauvin, qui est en train de mourir. Quand il voit cela, Gauvin saisit le roi par le col et lui dit « Emportez-moi avec vous. Je préfère mourir sur les terres du royaume de l'ogre que ici, à Bénoïc. » Ils prennent ensemble un grand bateau et partent en direction de la Grande-Bretagne. Malheureusement, Gauvin ne passera pas la nuit.
Lorsqu'ils arrivent là-bas, ils ne sont pas attendus. Alors ils décident de partir vers Londres. Et ils vont repousser peu à peu Mordred, qui va abandonner la ville. C'est le moment que Guenièvre va choisir pour s'enfuir, partir dans un couvent et devenir nonne. Mais Arthur ne peut pas laisser ça passer. Il continue de poursuivre Mordred jusqu'à la plaine de Salesbière. Et là-bas, les deux armées vont se faire face. Arthur est encore entouré de chevaliers de la table ronde. Certes, Lancelot n'est pas là, certes, Gauvin est mort, et Merlin n'est plus là non plus. Mais il a toujours Yvain, et notamment Giroflée, un bon ami à lui, qui est là depuis longtemps. Et ensemble, ils vont décider d'une grande stratégie. Ils vont se jeter dans la bataille pendant toute une nuit. Les épées vont s'entrechoquer, les boucliers vont se briser. Et puis, dans tout ce combat, Arthur va voir les chevaliers de la table ronde tomber les uns après les autres. Ils auront tué énormément de Saxons, ce qui fait que ces armées-là vont partir en déroute. Les barons, eux aussi, vont fuir. Mais Arthur ne veut pas s'arrêter là. Il n'a pas fait tout ça pour rien. Alors quand il voit Mordred au loin qui est en train de partir, il décide de le poursuivre. Il monte sur son cheval, saisit sa lance et part à toute vitesse. Mordred entend le galop arriver, alors il se retourne, mais c'est trop tard. Arthur est déjà là. Perdu pour perdu, Mordred décide de saisir la lance et l'enfonce un grand coup. Afin de se rapprocher du roi, il saisit son épée et lui donne un grand coup sur le haume, ouvrant le casque et ouvrant le crâne. Arthur est grièvement blessé. Et à ce moment-là, sa vue se trouble. Mais il voit quand même quelqu'un qui approche. « Mon roi, mais vous êtes grièvement blessé. Que puis-je faire pour vous ?»« Je ne veux pas mourir ici, Giroflée. Aide-moi à monter sur mon cheval. Allons voir la mer. » Alors Giroflée accepte. Il saisit le roi, l'aide à monter sur son cheval, et ensemble ils vont à la mer. Heureusement, elle n'est pas loin. Et lorsqu'ils arrivent sur la plage, Giroflée aide le roi à descendre pour le poser contre une grosse pierre. Le roi se tourne vers Giroflée et lui tend l'épée Excalibur. « Maintenant, c'est à ton tour. C'est à toi d'aller rendre l'épée. Je n'en étais pas le détenteur, on me l'avait seulement prêtée. Il faut qu'elle retourne dans l'autre monde. Juste derrière la colline, il y a un grand lac que je connais bien. Vas-y et jette l'épée dans l'eau. » Alors Giroflée part. Il saisit l'épée, il monte sur son cheval, il monte la colline et il trouve du coup le grand lac. Il avance, mais il ne peut décemment pas jeter Excalibur, pas l'épée divine, pas l'épée qui tue tout ce qu'elle touche. Alors, il décide de prendre l'épée qu'il a sur le côté et de la jeter dans l'eau. Il retourne auprès du roi. « Mon roi, ça y est, c'est fait. L'épée est rendue. Et qu'as-tu vu ? » Rien de spécial, rien d'autre que les feuilles mortes qui volent au vent et un peu de mouvement dans l'eau. Alors c'est que tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas jeté Excalibur. Fais-moi confiance, Giroflée. Jette-la. Giroflée remonte sur son cheval, retraverse le chemin et passe près du lac. Mais encore une fois, il ne peut pas s'y résoudre. Il ne peut pas jeter l'épée du roi. L'épée des dieux. Alors, il décide de la cacher dans les feuillages, dans l'herbe. Puis il repart auprès du roi. « Ça y est, mon roi, j'ai rendu l'épée. Et qu'as-tu vu cette fois ? Eh bien, rien d'autre, encore une fois, que les feuilles mortes qui volent au vent et quelques mouvements dans l'eau. Mais pourquoi me mens-tu encore ? Pourquoi me mens-tu ? Veux-tu donc que je meure en sachant cette trahison ? Fais-moi confiance, Giroflée. Prends l'épée, jette-la, rends-la au monde des fées. Giroflée remonte ainsi sur son cheval, repart, retrouve l'épée. Et c'est le cœur lourd qu'il avance dans l'eau, jusqu'à ce qu'il ait de l'eau aux genoux, puis à la taille. Dans un grand geste et un grand souffle, il jette l'épée. Elle tournoie et tournoie dans les airs. Et au moment où elle est au sommet de sa course,
Le premier rayon de soleil de la journée vient frapper sa lame, ce qui la met à flamboyer. Elle éclaire ainsi tout le lac, et Giroflée peut voir une main féminine qui sort de l'eau vers le ciel. L'épée vient se poser dans sa main naturellement, comme par magie. Elle la saisit et la brandit 3 fois d'affilée vers le ciel, avant de la plonger dans les eaux. Giroflée a rendu l'épée. Alors, il retourne auprès du roi. « Ça y est, mon roi, l'épée est rendue. J'ai vu la main de la fée qui a saisi la lame et qui l'a plongée dans les eaux après l'avoir brandie 3 fois vers le ciel. Alors, c'est bien. Tu m'as écouté et tu as rendu l'épée. Maintenant, tu vas pouvoir me laisser mourir ici. Va-t'en. » Giroflée n'a plus d'autre choix. Il monte sur son cheval et part. Il monte la colline et lorsqu'il est au sommet, son cœur est lourd. Il décide de jeter un dernier regard à son roi. Et lorsqu'il se tourne, c'est une grande barque qu'il voit, avec le roi qui a été posé au centre par 3 fées. Le roi blessé et agonisant est soigné par ces 3 dames. Même si Giroflée est loin, il les reconnaît. La première, c'est Ygraine, la mère du roi Arthur. La deuxième, c'est Morgane, la plus grande de toutes les enchantresses. Et la troisième, c'est Morgause, une autre de ses sœurs. Ensemble, elles sont là en train de le soigner. Et elles l'emmènent par-delà les mers, sur l'île d'Avalon, là où Morgane règne, accompagnée de ses sœurs. Là-bas, elle va soigner son frère, elle va le protéger et elle va le placer en dormition. Giroflée, lui, va partir. Il va raconter tout cela à Camelot. Il va consigner tout cela à la suite des récits de Blaise, afin que la légende soit complète et que tout le monde sache que le roi Arthur n'est pas mort, qu'il est toujours là-bas, en Avalon, et qu'un jour peut-être, lorsque les Bretons auront vraiment besoin de lui, il reviendra.